L'histoire de la civilisation humaine est une ligne indirecte et assurée menant des sombres et humides grottes vers les hauteurs éclatantes de l'ère numérique et des stations orbitales. Imaginez cela comme un électrocardiogramme d'un patient mourant. Des montées brusques et éblouissantes de l'esprit et des chutes catastrophiques dans les profondeurs de l'ignorance totale. Nous avons l'habitude de nous considérer comme le sommet de l'évolution. Des sous-titres créés par Dima Torzok et des outils de travail primitifs. Mais que se passerait-il si c'était une illusion dangereuse et sucrée, et si nous n'étions que des survivants errants dans les ruines de la civilisation ? Quel génie d'ingénierie sommes-nous même incapables de reconnaître prenant des dispositifs techniques complexes pour des objets de culte ou des jouets, dans les musées du monde, dans les réserves blindées où les touristes ne sont jamais admis et sur les étagères poussiéreuses des archives universitaires se trouvent des objets. Des objets qui ne s'intègrent pas dans notre chronologie linéaire confortable. Des artefacts qui crient que les manuels d'histoire simplifient la réalité à un niveau primitif. Ce n'est pas de la magie. Ce ne sont pas des cadeaux d'extraterrestres d'autres planètes. C'est l'esprit d'ingénierie froid calculateur et brillant de nos ancêtres que nous avons perdu dans les incendies des guerres et des purges religieuses. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure gratitude. Merci. Aujourd'hui, nous ouvrons l'archive de l'impossible. Nous retoucherons le métal contenant des nanotubes cultivés dans des forges médiévales. Nous plongerons à l'intérieur d'un mécanisme qui calculait le mouvement des corps célestes avec la précision d'un superordinateur moderne 2000 ans avant Kepler. Nous regarderons en face des statuettes mystérieuses dont l'apparence rappelle des combinaisons spatiales hermétiques de protection biologique supérieure. Et nous trouverons une explication rationnelle mais tout aussi choquante. Nous découvrirons le secret d'une arme qui a brûlé des flottes sur l'eau et que nous ne pouvons même pas reproduire avec notre chimie. C'est une enquête mondiale sur des technologies que nous avons oubliées. C'est l'histoire de la manière dont l'humanité a déjà possédé l'avenir mais l'a laissé tomber dans la boue des âges sombres. Préparez-vous. Ce que vous entendrez vous fera reconsidérer la notion même de progrès. Notre enquête commence au fond de la mer Égée à un endroit où le temps s'est littéralement arrêté en 60 avant Jésus-Christ 1901. Un groupe de plongeurs grecs à la recherche d'éponges marines fuyant une tempête violente trouve refuge sur l'île rocheuse et stérile d'Anticythère. En plongeant sous l'eau à la recherche de marchandises, ils ne trouvent pas d'éponge mais un cimetière. Les restes d'un immense navire de commerce romain. Parmi des statues en marbre, des ornements en or et des amphores de vin, ils remontent à la surface un morceau de bronze corrodé, fusionné avec du calcaire et du bois pétrifié. Pendant 70 ans, ce morceau de débris est resté dans les réserves du Musée archéologique national d'Athènes, sous un numéro d'inventaire comme objet non identifié, jusqu'à ce que les technologies modernes de tomographie par rayons X et de gamma scanning permettent de jeter un œil à l'intérieur du métal oxydé. Ce que les scientifiques ont vu sur les écrans des ordinateurs a provoqué un choc comparable à la découverte d'un microprocesseur Intel fonctionnel dans le sarcophage d'un pharaon. À l'intérieur de la pierre amorphe se cachait un mécanisme horloger complexe. 37 roues en bronze découpées avec une précision de dixième de millimètre, un train d'engrenage différentiel, des réducteurs planétaires, un dispositif qui, selon l'histoire officielle de la technique, a été inventé en Europe seulement au XVIe et XVIIe siècle par les meilleurs horlogers. C'est le mécanisme d'Anticythère, le premier ordinateur astronomique analogique au monde. Mais ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la présence de rouages. Ce qui est frappant, ce sont les tâches que cet appareil résolvait. Ce ne sont pas simplement des horloges. C'est un simulateur de l'univers. Il modélisait les mouvements du Soleil et de la Lune. Il affichait les phases de la Lune. Il calculait les dates des Jeux panhelléniques des Olympiades. Mais surtout, il modélisait les mouvements des 5 planètes connues, à l'époque Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et il le faisait en prenant en compte la plus complexe des anomalies astronomiques, le mouvement rétrograde des planètes, les boucles que les planètes dessinent dans le ciel et la vitesse inégale de la Lune, son orbite elliptique. Pour réaliser cela mécaniquement, les ingénieurs antiques ont utilisé un système de broches et de passes qui changeait la vitesse de rotation de la roue en fonction de sa position angulaire. Réfléchissez-y. Les Grecs savaient que la Lune se déplaçait dans le ciel à des vitesses différentes. 1 500 ans avant Johannes Kepler qui l'a décrit mathématiquement dans ses lois. Et ils ne savaient pas seulement cela théoriquement. Ils ont réussi à concrétiser cette mathématique avancée dans le bronze. L'étude des dents des petits rouages au microscope électronique a montré qu'ils n'avaient
pas été coulés dans des moules. Ils avaient été découpés. À la main, c'est physiquement impossible avec une telle répétabilité. Il y a plus de 3000 dents dans le mécanisme. La précision des dents à 60 degrés, le profil triangulaire suggère l'utilisation d'une tête de division d'une fraise rotative et d'un tour de haute précision. Nous n'avons aucune mention de tel tour dans les textes antiques, mais le mécanisme existe. C'est un fait matériel, de plus la complexité d'Anticythère, sa miniaturisation. Toutes les roues sont empaquetées dans une boîte en bois de la taille d'un gros livre, et l'ergonomie indique que ce n'est pas un prototype. Les prototypes sont souvent grossiers, grands maladroits. Cet appareil est élégant. Il est accompagné d'un mode d'emploi gravé sur les panneaux en bronze avant et arrière en lettres microscopiques. La hauteur des lettres est de seulement 2 mm. Il décrit les cycles d'éclipses, les couleurs des éclipses et les vents. Cela signifie qu'il existait une série, qu'il y avait une industrie, qu'il y avait des écoles de maîtres qui transmettaient ces connaissances. L'orateur romain Cicéron a mentionné en passant la sphère d'Archimède qui faisait la même chose. Nous pensions que c'était une belle légende. Maintenant nous savons que c'était un rapport technique. Où tout cela a-t-il disparu ? Pourquoi une technologie de ce niveau s'est-elle simplement évaporée, plongeant l'humanité dans un Moyen-Âge mécanique pendant 1000 ans, où le summum de la pensée était le moulin à eau ? La réponse est inquiétante. Les connaissances ne se perdent pas par accident. Une civilisation peut dégénérer instantanément si sa base industrielle est détruite et si les bibliothèques sont brûlées. Et maintenant, nous passons à la partie la plus visuellement troublante, la plus controversée et la plus intrigante de notre enquête. Nous nous rendons dans l'archipel japonais à l'époque Jomon, une époque de néolithique profond allant de 14 000 à 400 ans avant notre ère. Les gens vivent dans des maisons semi-souterraines, pratiquent la chasse et la cueillette, et créent la première céramique au monde avec un motif en corde. Et c'est à cette époque, au milieu d'un mode de vie primitif de grattoirs en pierre et d'aiguilles en os, qu'ils commencent à créer des figurines étranges et effrayantes en argile cuite. Les dogu. Un type se distingue particulièrement, le shakoki dogu. La science académique officielle les appelle des représentations rituelles de déesses de la fertilité ou des idoles chamaniques pour guérir des maladies. C'est l'excuse standard pratique et sûre des archéologues lorsqu'ils ne peuvent pas expliquer la véritable fonction d'un objet. Mais laissons de côté les dogmes et examinons les dogus à travers les yeux d'un ingénieur, d'un concepteur de systèmes de survie ou d'un médecin militaire. Que voyons-nous ? Nous ne voyons pas une femme ou un homme en pagne de peau. Nous voyons un être humanoïde emballé dans une lourde combinaison de protection technologique entièrement fermée. Le détail le plus frappant, le plus reconnaissable, ce sont les yeux. Ce ne sont pas des yeux humains. Ce sont d'énormes lentilles ovoïdes et convexes, des lunettes, des visières. Elles occupent la moitié du visage. Elles sont trop grandes pour l'anatomie humaine, elles ont des montures nettes, des barres sur le nez et des protections latérales. Souvent, une fente horizontale traverse le centre des lentilles. Le nom shakoki dogu se traduit littéralement par dogu en lunettes de neige. Les archéologues font référence au fait que des lunettes similaires avec des fentes pour ne pas être éblouis par le soleil sur la neige sont portées par les Inuits, les Esquimaux. Mais il y a un problème. Au Japon, la période Jomon était plus chaude que celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de neige éternelle ni de glace nécessitant une protection oculaire de cette puissance. Pourquoi un habitant d'un climat tempéré représenterait-il une divinité en tenue polaire descendant plus bas sur la figurine ? Le cou est caché sous un imposant col rigide qui passe en douceur et hermétiquement dans un casque. Ce n'est pas un collier, c'est un nœud de connexion entre le casque et la combinaison spatiale. Sur le corps, il n'y a ni vêtements ni tatouages, mais une armure ou une couche de protection. Des motifs en relief étrange couvrent la figurine, ressemblant non pas à un ornement, mais à un complexe système de tubes ondulés, de tuyaux, de connecteurs, de vannes et de nervures de rigidité. Sur la poitrine, un panneau avec des boutons ou des indicateurs est souvent représenté. Sur les manches et les jambes, des manchons circulaires clairs sont visibles comme pour assurer l'étanchéité de la connexion entre les gants et les bottes avec la combinaison principale. Ce n'est pas juste une stylisation artistique. C'est une reproduction détaillée, minutieuse, presque dessinée d'un dispositif technique complexe dont le sens a peut-être été perdu par le sculpteur, mais la forme a été conservée et transmise de génération en génération. Ce qui est le plus intéressant apparaît lors de l'analyse de la structure interne des figurines. Ces statuettes sont faites d'argile, mais elles sont intentionnellement creuses à l'intérieur. Les anciens maîtres les créaient vides, comme s'ils essayaient de montrer l'essentiel.
À l'intérieur de cette coquille, il doit y avoir quelque chose d'autre. Un corps, un opérateur, un pilote. Il existe une hypothèse rationnelle qui ne nécessite pas d'extraterrestres mais soulève encore plus de questions sur notre histoire. Que se passerait-il si cela représentait un plongeur en eau profonde? Les Jomons étaient une culture maritime développée. Ils récoltaient d'un an des mollusques du poisson. Aurait-il pu, en utilisant des matériaux naturels, peau de requin, entrailles, céléaires de baleine, mica carapace de tortue, inventer des combinaisons spatiales primitives mais fonctionnelles pour la plongée? Les tubes sur le corps pourraient être un renforcement pour que la pression de l'eau ne comprime pas la combinaison. Le casque avec les lunettes permettait de voir sous l'eau. Ou une autre version plus sombre. Cela pourrait être une représentation de protection contre un environnement agressif. Une combinaison de protection chimique ou biologique. Rappelons-nous des légendes de nombreux peuples sur des êtres venus du ciel dans des boules de feu qui ne pouvaient pas respirer notre air. L'analyse montre que la plupart des figurines d'Ogu ont été trouvées intentionnellement brisées. Elles ont des bras ou des jambes cassées. Les archéologues parlent de magie sympathique. Si une personne avait mal à la jambe, elle brisait la jambe de la figurine et la douleur disparaissait. Mais que se passerait-il si c'était un culte du cargo à l'envers? Que se passerait-il si ces êtres en combinaison spatiale apportaient non pas la guérison mais la maladie ou la menace, et briser les figurines était une tentative d'anéantir ou d'expulser des démons technologiques? Quoi qu'il en soit, la figurine d'Ogu est un monument à la technologie, une technologie de protection. Étanchéité, filtration de la lumière, armure, système de survie. Le fait que ces figurines soient trouvées par milliers dans tout le Japon indique que cette image, celle d'un homme en casque hermétique avec de grands yeux lentilles, était centrale dominante dans la culture pendant des millénaires. Ils adoraient la technologie de protection dont le sens a été perdu, mais la forme est restée dans l'argile. Nous quittons le Japon mystérieux et nous transportons au cœur de l'Empire romain. 4e siècle de notre ère. Dans les salles du British Museum, dans une vitrine blindée avec contrôle climatique, se trouve une coupe en verre. La coupe de Lycurgue. Elle représente la scène de la mort douloureuse du roi Thrace Lycurgue, étouffé par des vignes pour avoir offensé le dieu Dionysos. À première vue, c'est simplement un bel objet incroyablement coûteux en verre verdâtre trouble avec une profonde gravure diatrette. Mais il suffit d'éteindre la lumière extérieure dans la salle et de placer une lampe à l'intérieur de la coupe pour qu'un miracle physique se produise. Le verre change de couleur. Le verre disparaît. La coupe s'illumine d'une intense flamme rouge sans comme un rubis. Jusqu'aux années 1990, les historiens de l'art pensaient comprendre que c'était une coïncidence, un défaut de fusion chanceux, un mélange de cuivre. Mais dès lorsqu'un minuscule fragment de verre pesant seulement quelques milligrammes a été placé sous un microscope électronique à transmission, les physiciens ont perdu leurs mots. Ce n'est pas de la magie, et ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des nanotechnologies, conscientes et contrôlées. Le verre de la coupe de Lycurgue est une solution colloïdale saturée de nanoparticules d'or et d'argent. La taille de ces particules varie de 50 à 70 nanomètres. C'est 1000 fois plus fin qu'un cheveu humain. Mais ce qui est le plus choquant, ce n'est pas la taille, mais la proportion et la distribution. Le rapport d'or est d'environ 40 parties par million et celui de l'argent est d'environ 300 parties par million respectés avec une précision moléculaire. Les particules sont réparties uniformément dans la masse de verre. Si vous changez le diamètre des particules de quelques nanomètres, l'effet de changement de couleur, le dichroïsme, disparaîtra ou changera. Si vous changez la concentration d'or, le verre deviendra simplement trouble ou brun. Les souffleurs de verre romains ne se contentaient pas de jeter de la poussière d'or dans un récipient de quartz fondu. Ils savaient comment broyer le métal à l'état nanométrique. Ils savaient comment stabiliser ces particules dans le mélange à une température de 1000 degrés. Comment pour produire de telles nanoparticules aujourd'hui, il faut des centrifugeuses, des lasers, des instruments de mesure de précision, des salles blanches. Les Romains, selon notre version de l'histoire, n'avaient même pas de microscope optique simple. Comment ont-ils pu contrôler un processus dont le résultat n'est pas visible à l'œil nu? Nous sommes contraints de reconnaître l'une des deux options. Soit ils possédaient des instruments optiques dont nous ne pouvons trouver de traces, soit ils maîtrisaient des processus chimiques, ce qu'on appelle l'alchimie dans son véritable sens pratique, dont la compréhension nous échappe encore. Ils ont empiriquement découvert la formule de la photonique quantique. Cette coupe fonctionne comme un capteur hypersensible. Des tests modernes ont montré que si vous y versez de l'eau, elle brille en bleu. Si vous y mettez de l'huile, elle devient rouge vif. Si vous y mettez une solution saline, elle devient violette.
Des laboratoires modernes tentent de reproduire cet effet de résonance plasmonique de surface pour créer des biosenseurs utilisant la lumière pour un diagnostic rapide des maladies. Les Romains le faisaient en série dans leurs ateliers, créant des jouets pour les empereurs. Cette, cette coupe est un défi à notre arrogance. Elle prouve que nous n'avons pas inventé les nanotechnologies, nous les redécouvrons simplement douloureusement. Byzance. 7e siècle de notre ère. Constantinople est assiégée par la flotte arabe. Il semblait que la chute de l'Empire était inévitable. Mais les Byzantins envoient en mer des navires étranges avec des tubes en bronze à l'avant. De ces tubes jaillit un jet de liquide qui, au contact de l'air, se transforme en une flamme rugissante. C'est le feu grec, une arme qui a sauvé Byzance et prolongé la vie de l'Empire de 500 ans. Ce n'était pas simplement une bouillie enflammée. C'était un système de haute technologie d'armes chimiques. Premièrement, la composition. Ce n'est pas de l'huile. L'huile peut être éteinte. Le feu grec brûlait même sur l'eau. De plus, l'eau intensifiait même la combustion. Il ne pouvait être éteint par rien d'autre que du sable ou du vinaigre. Les chimistes débattent encore de la formule. Chaux, vive phosphure de calcium, pétrole, salpêtre. Le secret était un secret d'État d'un tel niveau qu'il n'était pas écrit. Il était transmis oralement d'empereur à empereur. Deuxièmement, le système de livraison, c'est le plus important. Les Byzantins ont inventé le siphon. C'était une pompe puissante fonctionnant sous pression. Le liquide était chauffé dans une chaudière hermétique, ce qui était en soi dangereux, risquant une explosion. Ensuite, il était poussé sous pression dans un tube en bronze. À la sortie, le jet était enflammé par une torche. C'était un véritable lance-flamme. La portée de tir était de 30 mètres. Cela nécessitait des connaissances en hydraulique et en métallurgie. La chaudière devait supporter la pression et en chimie. Au XIIe siècle, le secret a été perdu. Peut-être qu'à la suite d'un coup d'État, ceux qui savaient sur les proportions ont été tués. Nous ne pouvons toujours pas reproduire le feu grec dans sa forme originelle. Le napalm moderne est une pâle imitation nécessitant une industrie complexe. Les Byzantins le faisaient au Moyen Âge. 1850. L'archéologue Austin Henry Layard découvre un palais assyrien à Nimroud dans l'actuel Irak. Parmi la poussière et les débris, il trouve un objet étrange. Un morceau de cristal de roche, ovale, parfaitement poli. Un côté est strié et plat, l'autre est convexe. C'est une lentille. La lentille de Nimroud, son âge 3000 ans. La science officielle a immédiatement déclaré qu'il s'agissait simplement d'un bijou. Un bouton, un amulette. Mais le bouton a une distance focale de 11 cm. Il offre un grossissement de 3 fois. Si c'est un bijou, pourquoi est-il poli selon les lois de l'optique ? Le cristal de roche est très dur, le polir est difficile. Pourquoi les Assyriens auraient-ils besoin de lentilles ? Regardez les sceaux assyriens et les tablettes cunéiformes. Il y a des textes et des dessins réalisés avec une telle précision microscopique qu'il est difficile de les discerner à l'œil, ni encore moins de les tailler. Les maîtres devaient utiliser un grossissement. Mais il existe aussi une hypothèse plus audacieuse. Le professeur italien Giovanni Pettinato a affirmé que cette lentille pourrait être une partie d'un télescope. Les anciens Babyloniens savaient de manière suspecte beaucoup de choses sur le cosmos. Ils ont décrit les anneaux de Saturne, le qualifiant d'entouré par un dieu. Ils ont vu les lunes de Jupiter. Nous pensons que le télescope a été inventé par Galilée au XVIIe siècle. La lentille de Nimroud suggère que les astronomes de Mésopotamie pouvaient observer les étoiles à travers l'optique 2500 ans avant Galilée. Si c'est vrai, alors l'histoire de l'astronomie est celle d'un savoir oublié. Nous avons regardé le ciel puis avons fermé les yeux pendant 2000 ans et ne les avons récemment rouverts. Nous revenons au métal. Moyen-Orient. Acier damassé. Les légendes disaient qu'une lame en acier damassé pouvait trancher un foulard en soie dans l'air et immédiatement couper une pierre sans s'émousser. En 2006, des physiciens allemands ont prouvé que ce n'était pas un mythe. Ils ont trouvé dans la structure de l'acier du XVIIe siècle des nanotubes de carbone. Les nanotubes sont des matériaux d'avenir. Nous les utilisons dans les ascenseurs spatiaux dans la théorie et dans des composites super résistants. Comment les forgerons médiévaux ont-ils fait cela? Ils utilisaient un processus biochimique complexe. Ils ajoutaient au creuset contenant de l'acier fondu des matières organiques spécifiques, de l'écorce de cassia, des feuilles d'épeau. Ils ne connaissaient pas la chimie. Ils pensaient nourrir le métal. Mais en réalité, ils déclenchaient une réaction catalytique. Les micro-impuretés de vanadium et de chrome dans le minerai indien agissaient comme des centres de cristallisation, et le carbone provenant des feuilles se structurait en nanotubes renforçant l'acier de l'intérieur.
Le secret a disparu au XVe siècle lorsque les minerais contenant les impuretés nécessaires se sont épuisés. Les maîtres suivaient la recette, mais l'acier a cessé d'être bon. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils ne savaient pas pour le vanadium. C'est la tragédie du savoir empirique. Si tu ne comprends pas la théorie, la chimie, tu ne pourras pas adapter la technologie lorsque la matière première changera. La connaissance meurt avec la mine. Nous construisons des gratte-ciel en béton qui commencent à se fissurer après 50 ans. Le Panthéon romain existe depuis 2000 ans. Son dôme est intact. Les brise-lames romains se tiennent dans l'eau salée et ils deviennent de plus en plus solides. Pourquoi le secret a été révélé seulement en 2017. Les Romains utilisaient un matériau intelligent, et qu'ils mélangeaient encore de la cendre volcanique, de la pouzzolane, de la chaux et de l'eau de mer. Dans le béton moderne, la réaction chimique se termine après le durcissement. Dans le béton romain, elle se poursuit pendant des siècles. L'eau de mer pénétrant dans les micro-fissures réagit avec le minéral philippsite dans la cendre et fait croître de nouveaux cristaux du bérimorite d'aluminium. Ces cristaux poussent comme un tissu vivant et réparent les fissures. Le béton se répare tout seul. Nous avons perdu cette recette parce que nous sommes passés au ciment Portland. Il durcit plus vite, mais il est mort. Les Romains construisaient pour pour l'éternité. Nous construisons pour vendre. Le mécanisme d'Anticythère, la coupe de Lycurgue, les combinaisons spatiales d'Augu grec. Ce n'est pas une liste de curiosités, c'est une liste d'opportunités perdues. Nous voyons que le progrès n'est pas garanti. Les connaissances sont fragiles. La bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Les bibliothèques de Carthage ont été détruites. Les livres des Mayas ont été brûlés par les conquistadors. Combien de fois l'humanité a-t-elle été au bord d'une révolution scientifique et est tombée? Combien de fois avons-nous réinventé la roue? Le cosmonaute de Pierre Dogu nous regarde à travers ses lentilles. Peut-être que ce n'est pas un dieu. Peut-être que c'est un avertissement. Un souvenir que les technologies sans culture de préservation des connaissances sont vouées à disparaître. Nous ne sommes pas les premiers êtres intelligents sur cette planète. Et si nous ne préservons pas nos connaissances, pas sur des clés USB qui se démagnétiseront dans 20 ans, mais dans la pierre ou la culture, nous deviendrons simplement une autre couche archéologique. Une autre découverte impossible pour une future civilisation qui déterrera notre iPhone et le mettra en vitrine comme un miroir noir rituel des dieux. L'histoire est une roue. Et elle continue de tourner broyant les civilisations en poussière d'oubli. Notre tâche est de mettre un bâton dans cette roue et de nous souvenir de ce que nous avons appris. Un énorme merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour rester toujours au courant des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.